Notre invitée ce matin, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Regardons la situation Israël-Gaza. Les troupes israéliennes verront bientôt Gaza de l'intérieur. C'est le ministre israélien de la Défense qui vient de faire cette déclaration. Si Israël entre dans Gaza, est-ce que la France doit l'en empêcher, doit intervenir ? Je crois que la position française, elle est très claire. C'est que Israël doit se donner les moyens de se défendre contre le terrorisme. Et le Hamas est une organisation terroriste. Et par ailleurs, qu'Israël doit respecter, je dirais, protéger les populations civiles. Ce sujet ne concerne pas les populations civiles. Si donc Israël entre dans Gaza, la France ne dira rien. Je vous le redis, oui. On reste sur cette ligne, elle est très claire, et donc si le Hamas est une organisation terroriste et Israël a le droit de se défendre droit d'entrer dans Gaza par rapport à cette organisation terroriste. Malgré les risques. A le droit d'entrer dans Gaza malgré les risques pour les civils. On est d'accord. Écoutez Jean-Jacques Bourdin, on le redit, nous serons sur tous les actes qui vont concerner les civils, nous serons extrêmement vigilants, comme nous l'avons été, mais on ne va pas tout mélanger. Aujourd'hui, le Hamas est une organisation terroriste, elle s'en est pris sur le territoire israélien, à des femmes, à des enfants, à des bébés, en allant les massacrer à leur domicile. C'est ça la situation. Risque de division en France si la situation est mal gérée, dit le président de la République, Emmanuel Macron, inquiet. Risque de quoi? Risque d'affrontement? Je ne vais pas me parler de guerre civile, mais risque de quoi? Qui cherche à diviser les Français, Jean-Jacques Bourdin? Ce sont les extrêmes politiques, les extrêmes religieux. Nous devons être unis, nous avons des valeurs d'universalisme, des valeurs qui reconnaissent la religion, la couleur de peau, le sexe de chacun, qui met tout le monde sur un pied d'égalité devant la loi, un pied d'égalité aussi en termes de considération et de respect. Et nous ne devons pas transiger sur ces valeurs, elles sont profondément ancrées dans notre pays. Les valeurs de la République, les valeurs de la France. Vous avez entendu ce qui s'est passé hier soir, place de la République à Paris ? Et oui, et je le condamne fermement. Qu'a-t-on ? Israël assassin ? Voilà, Akbar, Macron complice d'Israël. On a entendu tout ça hier soir. Mort aux Juifs. Je condamne fermement ce type de propos qui sont des insultes à la République, qui ne concernent pas d'ailleurs tous les manifestants, mais qui sont des insultes à la République. Lorsque l'on pointe une catégorie de personnes, on est contre cette égalité que nous voulons promouvoir, cette tolérance qui est au cœur de nos valeurs républicaines. C'est ça la division. C'est inadmissible. C'est ça la division ? Bien sûr que c'est ça la division. Bien, projet de loi immigration. On va beaucoup en parler ces prochains jours, et notamment avec Gérald Darmanin. Projet de loi immigration. J'entre un peu dans le détail. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Instauration de quotas migratoires. Bonne idée ou pas ? Instauration de quotas migratoires, je crois qu'on a été également assez clair. Vous avez des métiers en tension sur le territoire français qui peuvent appeler une régularisation des sans-papiers. Et s'agissant des migrations, vous avez deux situations. Vous avez une situation où vous avez des demandeurs de droit d'asile. Et ce droit d'asile, nous devons l'accorder s'il est justifié. Et vous avez des personnes qui peuvent venir sur le territoire français qui n'ont rien à y faire. Et dans ces cas-là, il faut faire preuve de fermeté. Alors, puisque vous parlez de travailleurs dans les métiers en tension, le fameux article 3 de ce projet de loi Darmanin, immigration, article 3, est-ce que cet article 3 sera conservé ? Est-ce que vous tenez à ce qu'il soit conservé ? Moi, je le dis très clairement, ce projet de loi, il doit être équilibré. Nous devons être humains, fermes et intraitables. Humains avec les demandeurs d'asile, en faisant en sorte que leur situation soit réglée rapidement et en faisant respecter ce droit d'asile lorsqu'il est justifié. Fermes avec les gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français et intraitables avec les passeurs. C'est ça le sens de ce projet de loi. Et s'agissant des travailleurs sans papier, qui sont aujourd'hui depuis plus de 3 ans sur notre territoire, qui en réalité sont intégrés, dont tout le monde bénéficie finalement du travail, dans la restauration, dans l'agriculture. Personne ne se plaint de ces travailleurs qui sont sans papier, dont les droits ne sont pas respectés et qui pourtant travaillent pour les Français. Eh bien, il est légitime de regarder particulièrement leur situation. Et il ne faut pas tout confondre avec des migrants qui arrivent... Ça veut dire que l'article 3 sera... Vous tenez à ce que cet article... Est-ce que vous tenez à ce que cet article Moi, je tiens
conserver. Je le dis très simplement, je tiens à ce que le projet de loi soit équilibré et effectivement qu'on traite à la fois le sujet des travailleurs... Et vous tenez à ce que cet article 3 soit conservé? Non, parce que j'aime bien la précision. Eh bien, moi, je suis précise et je vous dis, oui, je souhaite que le projet de loi soit équilibré. Donc que l'article 3 soit conservé? Oui. Oui. Bien. Expulsion d'un étranger fiché FSPRT, quel que soit son âge, lorsqu'il est entré en France. Alors c'est ce que le ministre de l'Intérieur a précisé, c'est-à-dire que lorsque un jeune est rentré en France et qu'il est au-delà d'un acte terroriste, puisque dans ces cas-là, il peut être évidemment expulsé, mais lorsqu'il a, par exemple, été pris sur de la délinquance, lorsqu'il est ou pour violence intrafamiliale ou d'une autre nature, oui, ça doit être possible de pouvoir l'expulser. Même chose, titre de séjour refusé lorsqu'il y a adhésion, retiré, lorsqu'il y a adhésion à une idéologie radicale. Alors attention, ce dont on parle, c'est le respect des valeurs de la République. Donc, soit vous respectez... Le respect des principes de la République. Oui, c'est-à-dire soit vous respectez ce qui est profondément au cœur de notre système, ça va au-delà des lois, c'est ce qui est profondément qui inspire l'ensemble de notre loi. Et vous êtes effectivement un citoyen plein et entier, soit vous ne respectez pas et vous contestez, vous considérez qu'il y a des lois au-dessus de celles de la République, et ce n'est pas possible de rester sur le territoire français. Suppression et remplacement de l'AME. Alors là, sur l'AME, on a... Quelle est votre position? Ma position, c'est que l'AME, elle a été très réduite ces dernières années et recentrée sur ce qui était essentiel. Et je rappelle que l'aide médicale pour des étrangers, c'est aussi quelque chose qui protège les Français. On ne touche pas à l'AME? Moi, je sais que nous lançons une mission pour faire le point, pour vérifier s'il n'y a pas d'excès. Mais ce qui est au cœur de l'AME, c'est-à-dire des soins qui ne sont pas des soins de confort, qui sont des soins pour les femmes enceintes, qui sont des soins pour des personnes qui ont des maladies contagieuses ou ce genre de choses, il faut soigner les gens. C'est un élément majeur de prévention de santé publique. Faut-il garder l'AME? On peut ajuster l'AME, mais l'AME, ça fait partie aussi du système de santé publique et de prévention de la France. Je viens de vous le dire, oui. On la garde. Bien. Est-ce que nous manquerons d'électricité cet hiver? Non. Nous ne manquerons pas d'électricité cet hiver. EDF... Il n'y aura aucune coupure, aucun risque de coupure, rien. Si je vais jusqu'au bout. EDF a fait un travail remarquable pour augmenter la production d'électricité en France. Nous sommes en bien meilleure posture que l'année dernière. Et nous devons continuer à pratiquer la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, c'est faire en sorte de ne pas gaspiller de l'énergie à tout moment de la journée. C'est bon pour le portefeuille. C'est bon pour la planète parce que c'est ce qui explique que nous avons baissé massivement nos émissions de gaz à effet de serre en fin d'année dernière et depuis le début de cette année, moins 4,3%, je le rappelle. Et puis, c'est également bon pour protéger notre système électrique. La réforme du marché européen de l'électricité a été validée cette semaine par les 27 pays de l'Union européenne. À part la Hongrie, je crois, qui a un peu protesté. Oui, mais quasi unanimité, elle a protesté quasi unanimité. Sur un sujet, on dira connexe. Bien. La France reprend son destin en main, si je comprends bien. Tout à fait. Quelles conséquences sur les prix de l'électricité pour les particuliers et les entreprises? Grâce à cette réforme, les prix vont être stabilisés, en particulier dans des situations comme on les a vécues l'année dernière, où le prix du gaz s'envole et crée une explosion des prix de l'électricité. Ça, avec cette réforme, ça n'arrivera plus. Bien. Mais qui fixera le prix d'électricité? Alors, Monsieur Bourdin, nous sommes sur un marché, c'est-à-dire que qui fixe le prix de l'électricité? Vous avez deux sujets. Vous avez votre contrat d'électricité, et c'est votre fournisseur et vous-même qui vous mettez d'accord sur un prix de l'électricité. Et ce prix, il est aujourd'hui protégé par le gouvernement avec un bouclier électricité, un bouclier énergétique. Jusqu'à fin 2024, le bouclier. Jusqu'à fin 2024. Et pourquoi nous levons le bouclier énergétique? Parce que le prix de l'électricité, tel qu'il est échangé sur les marchés, est en train de revenir au niveau du bouclier énergétique. Et donc, nous pouvons le lever. Donc il sera levé fin 2024. Les prix en 2024 augmenteront de moins de 10%. C'est bien cela? Ils augmenteront de pas plus de 10%. Pas plus, mais moins de 10% ou pas plus de 10%? Pas plus de 10%. Ça veut dire 10%, quoi. Pas nécessairement.
Ah bon, ça peut être moins de 10% alors. Ça peut être moins de 10%. Pas plus de 10%. Monsieur Bourdin, pas plus de 10%, ça permet de le faire aussi de 2, de 3, de 4%. Non, mais je suis d'accord. Oui, ça peut être de 3-4%. Oui, tout à fait. En l'occurrence, pas plus de 10%. Bon, d'accord. Bon. Il va bien falloir que l'État s'accorde avec EDF, quand même, Agnès Pannier-Runacher. On est d'accord. Mais non seulement... Pour proposer aux Français des prix qui sont les prix des coûts de production. Mais c'est le cas aujourd'hui. Le bouclier énergétique, il permet aux Français de payer les prix des coûts de production. En 2025, moi je pense aussi à 2025. Et c'est pour ça que nous travaillons sur l'année 2025, et c'est pour ça aussi que je me permets de vous redire que les prix de l'électricité sur les marchés auxquels, encore une fois, les ménages ne sont pas exposés à ce prix parce que nous avons mis en place un bouclier électricité. Jusqu'en 2024. Mais en 2025. Les prix en 2025 sont en train de baisser et de reconverger vers les prix, donc, on va dire, il n'y aura pas de forte augmentation en 2025, quoi. Ce n'est pas ce que nous indiquent effectivement les experts. Oui, les experts, mais dans les négociations que vous allez avoir avec EDF. Et c'est tout à fait l'objectif des négociations que nous avons avec EDF. Je rappelle qu'il y a une régulation des prix de l'électricité, que c'est ça qui fait que les Français payent le prix de l'électricité, un des prix de l'électricité les plus bas d'Europe. Toujours, encore aujourd'hui, il faut le rappeler, l'État prend 37% de la facture et les Français payent le prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe. Le gaz, les prix vont augmenter en 2024 ? Le gaz, comme vous le savez, le prix a baissé par rapport au niveau astronomique qu'ils avaient atteint l'année dernière. Notre objectif, c'est effectivement de suivre ça de manière vigilante. Mais comment Mais les prix vont augmenter puisque le bouclier, en ce qui concerne le gaz, va se terminer fin décembre. Mais non. Ah non, le bouclier, il est déjà arrêté, Jean-Jacques Bourdin. Et pourtant, vous ne le voyez pas sur votre facture. Parce que les prix de gaz... Je ne le vois pas sur ma facture. Mais parce que, précisément, votre facture n'a pas augmenté. Parce que les prix du gaz ont baissé. Et en 2024, ça va donner quoi, les prix du gaz ? Les prix du gaz sont passés en dessous du bouclier gazier. Et pour le moment, ils sont toujours en dessous du bouclier gaz. Donc et en 2024 nous n'avons plus besoin de ce bouclier du gaz. Maintenant, vous me posez la question des prix du gaz et c'est intéressant. Le gaz, nous l'importons. Le gaz, nous en sommes dépendants. Si nous voulons, et c'est pour ça qu'on développe beaucoup plus d'électricité, si nous voulons ne plus être dépendants du tout du prix du gaz, il faut réduire notre consommation de gaz, il faut la remplacer par autre chose, de l'énergie qu'on produit en France, de l'électricité produite en France, du biogaz produit en France. Bien, on va parler de la sobriété énergétique. Donc, juste un mot, non mais les prix du gaz, j'insiste un peu, mais les prix du gaz en 2024 n'augmenteront pas ou très peu. Je vous l'ai dit, Monsieur Bourdin, les prix du gaz, ils ne dépendent pas des Français, nous ne produisons pas de gaz. Oui, c'est vrai. Et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte de protéger les Français. Nous avons un tarif de référence qui protège les Français. Et nous avons mis un bouclier gazier quand on en avait besoin. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. C'est le constat que nous faisons par rapport aux prix sur les marchés. Oui, bon. Au passage, vous avez vu cette histoire avec Technip en Russie ? Oui, je l'ai vu, tout à fait. Vous condamnez, là ? Parce que je croyais que les sanctions interdisaient à des entreprises françaises de travailler avec les Russes. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour être très clair... Oui. Les entreprises, nous exigeons des entreprises de respecter les sanctions. Oui. Je n'ai aujourd'hui aucun élément qui m'indique que Technip n'a pas respecté ces sanctions. Mais je le dis très clairement, si Technip n'a pas respecté les sanctions, il y aura sanction. Elle doit être condamnée. C'est le juge qui s'en occupe. Bien. Voilà. Technip sera condamnée. Si elle n'a pas respecté les sanctions. Bon, oui, mais la Russie, pendant ce temps-là, grâce notamment à Technip, mais pas qu'à Technip, va pouvoir augmenter sa capacité d'exportation de gaz naturel. Monsieur Bourdin, vous l'avez constaté, de 60%. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de sanctions sur les exportations de gaz en Europe ? C'est dommage, non ? C'est dommage, non ? Il n'y a pas de sanctions sur les exportations de gaz en Europe. Donc, c'est un sujet, les sanctions, qui est très compliqué. Et avant d'accuser telle société ou telle autre société d'avoir fait ceci ou cela, je pense qu'il faut regarder dans le détail. Mais ce qui est très clair, c'est que le gouvernement ne laissera rien passer sur des entreprises qui ne respectent pas les sanctions russes. Parlons de sobriété énergétique. D'abord, l'A69. Vous savez qu'il y a des manifestations prévues ce week-end avec une grande inquiétude, parce que 10 000 personnes prévues, le chantier ira à son terme. Est-ce que le chantier ira à son terme ? Le chantier ira à son terme. Quoi qu'il arrive. La 69, c'est Quoi qu'il arrive. Le chantier ira à son terme, je vous ai répondu. Quoi qu'il arrive. Le chantier ira à son terme pour une bonne et simple raison. Ce projet, il a fait l'objet d'une autorisation environnementale, de consultations très larges. Il a été jugé plusieurs fois par le juge. Nous sommes dans un état de droit.
nous appliquons les lois de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que son impact environnemental a été retravaillé. On parle des arbres qui sont coupés. Il y a 3 fois plus d'arbres qui sont replantés que d'arbres coupés. Il y a plus de 110 millions d'euros de mesures pour réduire l'impact environnemental de ce projet. Et je veux dire une chose très basique. Il est facile de critiquer un projet lorsque on habite en Île-de-France, qu'on a plus de 7 autoroutes, les transports en commun les plus denses de France et un accès et une mobilité très facilitée. Lorsque vous êtes dans des zones enclavées, vous n'avez pas ces facilités-là. Et donc, il faut aussi penser la question de l'égalité devant la mobilité de toutes les zones du territoire. Il n'y a pas des zones qui n'ont pas vocation à pouvoir bénéficier de mobilité. C'est un sujet important. À propos de la sobriété énergétique, et puisqu'on parle d'autoroute, est-ce que vous êtes favorable à limiter à 110 km/h la vitesse sur les autoroutes? Alors, le choix que nous avons fait sur la sobriété, c'est de ne pas imposer les 110 km/h à tous les Français. En revanche, nous, fonctionnaires, nous l'imposons. Vous l'imposez. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'imposez pas à tous les Français? Parce que c'est une mesure qui, finalement, est perçue comme, comme une contrainte par rapport à un besoin de liberté des Français et qui, aujourd'hui, n'a pas un bon niveau d'acceptabilité. Et la sobriété, c'est pas des contraintes, des normes, et ce n'est pas empêcher les gens de vivre. La sobriété, c'est lutter contre le gaspillage. La sobriété, c'est ce que nous avons fait qui a permis de réduire notre consommation de gaz et d'électricité de 12% sur les 12 derniers mois. 12%, c'est énorme. C'est plus que beaucoup d'autres pays européens, et en particulier sur l'électricité. On l'a fait sans contrainte, sans sanction, tout simplement en demandant aux grands acteurs de faire des efforts et de nous donner des engagements sur ces efforts, et en considérant que les Français étaient responsables, et ils ont joué le jeu, et je veux les remercier. Les vitrines, les bureaux, c'est très intéressant. Obligation d'éteindre, si j'ai bien compris, 1 heure après la fermeture, et d'allumer 1 heure avant l'ouverture. Tout à fait. C'est bien cela. Pour l'éclairage des bureaux et l'éclairage à l'intérieur des magasins. Et bureaux et intérieur de magasins. Ça veut dire qu'il y aura amende. Ça veut dire que nous modifions aussi le système d'amende de façon à ce que les maires puissent prononcer très facilement des sanctions administratives. Un peu comme un PV lorsque vous êtes mal garé. Alors qu'avant, il fallait passer par le juge. L'amende, elle est de 1 500 €. 1 500 €. Bien. Le diagnostic de performance énergétique. Il y a eu grand débat sur l'interdiction de mise en location des logements considérés comme des passoires thermiques. Ça, dès le mois de janvier 2025, hein, Agnès Pannier-Runacher. C'est pas toutes les passoires thermiques. Oh non, c'est G. Les logements G, classés G. Vous savez ce que c'est un logement G? C'est un logement, vous payez 3 fois plus cher sur votre facture d'électricité ou de gaz qu'un logement normal. Je vous parle pas d'un logement bien isolé. Je vous parle de votre logement standard, normal, moyen de Français. 3 fois plus cher. Au moment où les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat, au moment où, lorsqu'on fait une augmentation du prix de l'électricité de 10%, on entend combien ça mord sur le pouvoir d'achat des Français. Vous trouvez légitime que des gens payent 3 fois cette facture-là? 3 fois? Il y aura des dérogations? Alors, non. Il n'y aura pas de dérogation, sauf celles qui sont déjà prévues par la loi. Je sais que on m'a prêté l'idée de mettre en place de nouvelles dérogations. Oui. Il y a déjà des dérogations dans la loi, donc je le redis. Il n'y aura pas de dérogation. Donc. Autre que celles qui sont prévues par la loi, et celles qui sont prévues par la loi, c'est lorsque vous êtes en collectif, que vous voulez faire un projet de rénovation et que vous n'avez pas l'accord de la copropriété. Je vous dis ça parce lorsque vous avez besoin d'une dérogation. Je vous dis ça parce que Édouard Philippe juge que c'est une bombe sociale. Vous avez lu ça, vous avez entendu ça. Je l'ai lu, j'ai aussi beaucoup travaillé avec Christophe Béchu, qui, comme vous le savez, est assez proche d'Édouard Philippe, et qui a bien expliqué, et je pense avec beaucoup de pédagogie. Il lui a expliqué, j'imagine, il lui a expliqué. Qui a bien expliqué que, attention à ne pas tout mélanger. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre dehors les locataires au 1er janvier 2025. Tous les locataires continuent à habiter ces logements où leur facture est énorme, au passage, je le redis, jusqu'à la fin de leur bail, jusqu'à leur déménagement. Donc ça, c'est une première chose. De quoi parle-t-on? On parle au moment où le locataire quitte son logement, de dire au propriétaire de faire des travaux qui sont par ailleurs lourdement subventionnés par l'État, et on a encore augmenté les subventions, de manière à remettre leur logement dans une situation de dignité.
C'est de la dignité. La précarité énergétique, c'est inadmissible. Pourquoi des Français paieraient 3 fois plus cher leurs factures que la moyenne des autres Français? À quel titre? Et on parle de travaux qui ne sont pas des travaux qui vont prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. On parle de travaux qui prennent quelques mois, peut-être même plus courts. Et donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que tous les Français aient accès à un logement digne, où leur facture n'est pas exorbitante, où ils ont du confort l'hiver, où ils n'ont pas froid, où ils ont du confort l'été, où ils ne sont pas soumis aux aléas de la canicule. C'est ça, un logement qui est correctement isolé et où votre facture ne flambe pas. Dernière question, tous les vols intérieurs du groupe Air France à Roissy, c'est une bonne idée ça, ou c'est... Parce que je ne comprends pas très bien. Orly va ouvrir bientôt une ligne de métro directe avec le centre de Paris. Et tout à coup, voilà que Air France se décide à envoyer tous ses avions, vol intérieur, je parle, vol intérieur, tous ses avions à Roissy. Écoutez, je crois que... Bonne idée ou ça d'abord, vous allez appeler Air France pour dire non, mais non. Air France n'est pas la seule compagnie qui opère, et donc tous les, je dirais, créneaux d'avions sont utilisés et à Orly et à Roissy. Et je dois dire que là, vous me prenez de court parce que c'est pas un sujet. C'est pas un sujet que je suis personnellement. Ce n'est pas un sujet que je suis personnellement. Mais vous allez le suivre. Je n'ai pas de raison de le suivre, je ne suis pas ministre des Transports, Jean-Jacques Bourdin. Bon, eh bien merci Agnès Pannier-Runacher, merci d'être venue nous voir ce matin.